Pardon, il n'y a pas le son pour la visio. C'est légèrement embêtant. C'est bon, tout le monde m'entend? C'est bon. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Du coup, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Chloé Dupont. Je suis maître de conférence et praticien hospitalier au laboratoire de bactériologie. Et je vais vous présenter en fait mes travaux passés depuis mon Master 2 qui ont particulièrement porté sur l'adaptation de pathogènes opportunistes environnementaux au monde de patients atteints de mucoviscidose dans le but de mon intégration à l'équipe Genesis de l'UMR. Pour commencer, je vais vous présenter rapidement en fait mon parcours. C'est bon. Je vais vous présenter rapidement mon parcours. Ensuite, je vous présenterai majoritairement ce que j'ai fait en recherche. J'ai dû couper un peu parce que je faisais un peu trop de temps. Et à la fin, je vous présenterai mes objectifs à l'intérieur de l'UMR MIDG. Donc, pour commencer, en fait, en 2012, j'ai obtenu mon concours de l'internat en pharmacie en spécialité innovation pharmaceutique et recherche. Et j'ai effectué toutes mes gardes, 4 ans de garde au laboratoire de bactériologie. En 2016, j'ai obtenu mon doctorat d'université en spécialité évolution des systèmes infectieux, ma thèse de DES du coup d'interne et le DU d'hygiène hospitalière. En 2017, j'ai été nommée maître de conférence des universités à l'UFR Pharmacie de Montpellier en spécialité bactériologie viraux et dans l'équipe pathogène hydrique santé environnement de l'UMR Hydrosciences Montpellier qui est dirigée par Estelle Jumas-Villac. À partir de 2018, j'ai travaillé à l'hôpital, en parallèle de maître de conférence. J'ai été praticien attaché au laboratoire d'Yvette, ensuite au laboratoire de bactériologie, et depuis septembre 2023, donc tout récemment, j'ai rejoint l'équipe de bactériologie avec du coup Sylvain Gauvreuil au CHU. Je vais donc vous présenter les activités de recherche passées au sein de l'UMR Hydrosciences Montpellier dans l'équipe FIS, qui ont particulièrement porté, du coup, j'ai eu 3 axes principaux. Attendez, c'est ça. Il faut faire plus, voilà, et masquer les commandes flottantes. Masquer les commandes flottantes. Ça ne flotte plus. Donc, en fait, j'ai eu 3 axes principaux de recherche au cours, du coup, de mes différentes études. Le principal axe, c'était l'adaptation à la niche pulmonaire de pathogènes émergents dans la mucoviscidose. En fait, dans la mucoviscidose, à travers le monde, il y a des pathogènes qui sont considérés comme émergents, on retrouve de plus en plus, et qui sont capables de coloniser chroniquement les poumons. Et le but était de faire des études épidémiologiques, génétiques et phénotypiques pendant la persistance dans les voies respiratoires. Le deuxième axe que j'ai mis en place au sein du laboratoire, ce sont l'étude des cycles de transmission environnement-patient qui a en fait découlé de ces études sur l'adaptation pulmonaire et le risque infectieux domestique, avec la comparaison de bactéries colonisant le patient et leur environnement. Le troisième axe de recherche était plus hospitalier, c'était sur la recherche de mycobactéries atypiques dans les réseaux technologiques, particulièrement en fait au cours de mon internat. J'ai étudié en fait les colonisations de matériel, particulièrement dans la filière de cardiologie, avec la colonisation des machines de circulation extracorporelle. Et du coup, j'ai optimisé la mise en évidence de mycobactéries dans l'eau de l'hôpital et optimisé les techniques de désinfection des eaux technologiques à l'hôpital. Du coup, ce que je vais vous présenter principalement aujourd'hui, ce sont ces 2 axes qui concernent la mucoviscidose. Donc, la mucoviscidose, un petit rappel rapide, même si je sais qu'il y a eu hier sur TF1 un petit reportage sur la trithérapie qui a été mise en place. Mais en fait, pourquoi? Parce que la mucoviscidose, eh bien, ça touche quand même 6 000 patients en France. C'est une maladie génétique qui est autosomique récessive et dont l'espérance de vie aujourd'hui a augmenté justement grâce à cette nouvelle trithérapie qui est sortie, qui est à peu près 40 ans. En France, ça représente une naissance sur 4 500 nouveau-nés et vous voyez qu'il y a une forte disparité interrégionale. Dans le Languedoc-Roussillon, on est plutôt à une naissance sur 7 000. En fait, on ne le sait pas vraiment, mais c'est la maladie génétique principale qui diminue l'espérance de vie en France. Donc, je vous ai dit, c'est une maladie autosomique récessive, donc il faut que les 2 parents soient atteints avec le gène muté pour qu'un enfant sur 4 ait le risque d'être malade. Et en fait, cette maladie génétique, en fait, c'est une altération du gène CFTR. Ce gène CFTR, il code pour un canal chlore à la surface des cellules épithéliales. Alors, dans le cadre de la mucoviscidose, il y a 6 mutations. On parle majoritairement des atteintes pulmonaires, mais en fait, ça touche de nombreux organes. Ce canal chlore, il est présent à la surface de beaucoup d'organes, comme le pancréas, donc, qui donne du diabète, au niveau intestinal, ou aussi au niveau des gonades, qui donne du coup des stérilités.
Évidemment, sur lequel on va se focaliser aujourd'hui, c'est l'atteinte pulmonaire et les colonisations bactériennes qui colonisent les patients dès le plus jeune âge. Donc, je vous ai présenté la prévalence des infections respiratoires en fonction de l'âge des patients, puisque les pathogènes qu'on va voir là, c'est ce qu'on va voir un peu après. Dans l'enfance, majoritairement, c'est Staphylococcus aureus, donc le staphylocoque doré, et Hémophilus qui sont majoritairement responsables des infections pulmonaires. En progressant vers l'âge adulte, c'est Pseudomonas aeruginosa, donc un pathogène environnemental opportuniste, qui est de plus en plus retrouvé, et c'est le pathogène majeur dans le cadre de la mucoviscidose. Il y a également des pathogènes, comme je vous ai dit au tout départ, qui sont considérés comme émergents, c'est-à-dire une augmentation dans le cadre de la mucoviscidose dans le monde, comme Achromobacter, Stenotrophomonas maltophilia et d'autres bactéries. Tous ces pathogènes, y compris Pseudomonas aeruginosa, sont des pathogènes d'origine environnementale. Et en fait, les sources d'exposition et les modes de contamination sont très peu connus, et c'est ce qu'on va voir en deuxième partie de cette présentation, parce que tous ces pathogènes sont capables de persister dans les voies respiratoires et de rester plusieurs années, voire la vie du patient. Donc, on l'a vu, c'est une maladie génétique qui amène à des modifications de libération des ions. En fait, au niveau pulmonaire, qu'est-ce que ça provoque? Eh bien, ça provoque un mucus très épais et déshydraté qui favorise la colonisation bactérienne des voies respiratoires. Alors, c'est quand même pas facile pour la bactérie une fois qu'elle est dans les poumons parce qu'il y a des conditions très particulières dans l'habitat respiratoire. En fait, le milieu est très acide. Il y a des zones d'anaérobiose, ça peut paraître étonnant dans le poumon, mais finalement, il y a des zones qui sont tellement abîmées au niveau pulmonaire dues à l'inflammation. Il y a des zones d'anaérobiose. Il y a une très très forte pression antibiotique. C'est des patients qui sont couverts d'antibiothérapie dans l'année par des antibiotiques inhalés, intraveineux et par voie orale. Le système immunitaire est très très fortement présent et il y a une forte concentration bactérienne. Et en fait, tout ça, ça mène en fait à l'adaptation des bactéries. C'est pas très darwinien ce que je dis. En gros, il va y avoir un très fort taux de mutation des bactéries dans les poumons et une pression de sélection pour sélectionner des bactéries. Donc, je vais peut-être avoir tendance au cours de la présentation de dire la bactérie s'est adaptée. Évidemment, non. Elle a eu une mutation qui a favorisé par une pression de sélection, la bactérie a été sélectionnée. Et en fait, la mucoviscidose, c'est la maladie chronique la plus étudiée en termes d'évolution adaptative bactérienne, puisque les pathogènes persistent des années dans les poumons des patients. Alors, c'est la première partie que je vais vous présenter, c'est l'adaptation aux voies respiratoires. Donc, le pathogène le plus connu et le plus étudié, je vous ai dit, c'est Pseudomonas aeruginosa, qui présente des phénomènes d'adaptation évolutive au cours du temps, en réponse à différentes pressions environnementales. Alors, les mouvements, enfin, les modifications génétiques sous-jacentes de ces modifications phénotypiques sont généralement des mouvements génomiques, donc soit des grandes délétions, soit des réarrangements ou des acquisitions de gènes. Mais majoritairement, ce sont des mutations génétiques simples, des single nucléotides polymorphismes, qui sont plus généralement non synonymes que synonymes et qui vont amener à des modifications phénotypiques. Du coup, au cours de la persistance dans les voies respiratoires, majoritairement, Pseudomonas aeruginosa, assez rapidement, il devient mucoïde. Donc, vous voyez ici à droite le phénotype mucoïde sur une boîte de Petri. Vous voyez ici donc une analyse d'expectoration de patients avec un Pseudomonas aeruginosa mucoïde. Et ça, c'est dû à une mutation dans le gène MUC-A qui provoque une surproduction d'alginate. Et ça permet quoi? La résistance aux antibiotiques qui vont moins bien pénétrer à l'intérieur du biofilm et au système immunitaire. La deuxième, c'est la formation de biofilm, particulièrement dans les zones conductrices pulmonaires. Plus il y a une persistance, plus il y a une formation de biofilm. L'apparition de variants à microcolonies, ça peut paraître étonnant que ce soit un phénotype d'adaptation pour une bactérie de devenir toute petite, mais en fait, ces variants à microcolonies résistent plus aux antibiotiques et adhèrent mieux à l'épithélium et en plus sont capables de résister à un intracellulaire, ce qui fait que généralement, on donne beaucoup d'antibiotiques qui ont des activités extracellulaires comme les bêta-lactamines et ces bactéries sont protégées. L'antibiorésistance est le phénotype majeur observé au cours de la colonisation. Ici à gauche, vous avez un Pseudomonas aeruginosa qui est de phénotype sauvage, c'est-à-dire tout sensible. Et au cours des années, après 5 ans après l'évolution, la bactérie va devenir multirésistante à force de mettre des traitements antibiotiques. Une autre évolution qui est assez étonnante, c'est la perte de virulence. Au cours du temps, la bactérie perd de la virulence. Il y a une perte du système de sécrétion de type 3, donc qui lui permet de lyser les cellules. Il y a une perte généralement de flagelles et une diminution des synthèses de molécules de quorum sensible qui vont permettre la discussion entre les bactéries et donc d'augmenter la virulence. Donc ça paraît très étonnant, mais finalement, toutes ces molécules sont extrêmement immunogènes. C'est-à-dire qu'une bactérie qui a un flagelle, en effet, va pouvoir bouger à l'intérieur du biofilm et du coup, se mobiliser à l'intérieur du poumon et coloniser plusieurs niches à l'intérieur du poumon. Mais le flagelle, il est composé d'une trentaine de protéines
Et en fait, c'est très, très ciblé par le système immunitaire. Et donc, c'est un avantage sélectif de le perdre. Quand la bactérie mute sur les gènes du flagelle, elle est moins repérée par le système immunitaire, donc elle nage plus, mais au moins, elle est moins ciblée et moins détruite. Donc, c'est un avantage sélectif. Et enfin, il y a des variations métaboliques, comme la perte de synthèse d'acides aminés. En effet, dans le poumon, il y a tellement accès aux acides aminés que ceux qui perdent les voies de synthèse des acides aminés ont un meilleur fitness dans la niche. Et il y a du coup ceux qui ont une meilleure utilisation des acides aminés exogènes. Et il y a également une adaptation à l'anaérobiose. Donc, Pseudomonas aeruginosa, on dit couramment que c'est un pathogène aérobie strict. Et finalement, il est dans des zones pulmonaires où il n'y a plus du tout d'oxygène. Il est capable de s'adapter par l'utilisation de pyruvate ou autre. Donc, tous ces phénotypes, ils ont été décrits et ils permettent la persistance de Pseudomonas dans les voies respiratoires. Moi, du coup, majoritairement, je me suis focalisée sur les pathogènes émergents et particulièrement Achromobacter. Donc, en fait, on avait pas mal de patients colonisés, on avait 13 patients colonisés de manière chronique, donc depuis plus de 5 ans, à Achromobacter dans notre centre. Et en fait, on a voulu savoir, de manière épidémiologique, est-ce qu'ils étaient colonisés tous par le même clone, parce qu'il y a des centres qui ont rapporté que 60% de leurs patients avaient finalement un clone qui avait diffusé au sein des patients. On a fait ces études par électrophorèse en champ pulsé, donc ça c'est ce que j'ai fait au cours de ma thèse. Et donc vous voyez ici, ce sont les génomes qui ont migré, et en fait, en fonction de si les bandes étaient présentes ou absentes, j'ai fait des dendrogrammes. Alors, de manière plutôt rassurante, on a vu que nos 12 patients ou 13 patients étaient colonisés par un clone unique. Vous voyez ici, à chaque fois, vous avez une seule ligne pour chaque patient. Donc le patient, au départ, il a acquis un clone qui s'est adapté dans ses voies respiratoires. On a quand même observé ici, vous voyez, tout en bas pour le patient 8, une potentielle transmission croisée entre le patient 7 et le patient 8, puisque le clone du patient 8, normalement, qui le colonise, était là. Et en fait, à ce moment-là, ils ont eu une consultation en même temps. Donc, est-ce qu'il y a eu une transmission? Quoi qu'il en soit, ce clone n'est pas resté ensuite dans les voies respiratoires. Ce que je voulais montrer ici, c'est qu'en fait, pour chaque patient, vous voyez, quand on a analysé plusieurs souches en séquentiel, on a observé de l'hétérogénéité à l'intérieur même d'un clone. Et on s'est un peu posé des questions, parce que là, c'était vraiment en séquentiel au cours du temps. On a fait la même étude sur Pandorea pulmonicola. Donc, pourquoi Pandorea pulmonicola? Ça vient de la boîte de Pandore. Au départ, cette bactérie, elle a été décrite en Irlande. Et en fait, la majorité des patients pour lesquels ils faisaient des cas cliniques ou autres, en fait, des patients décédés tellement la bactérie était virulente. Ici, notre patient, il a été colonisé pendant 7 ans, voire même 10 ans. Et on a fait une étude longitudinale. Donc, ce que je vous présente ici, c'est en fait la courbe du VEMS, qui est le volume expiratoire maximal en une seconde, donc qui représente la capacité pulmonaire du patient. À chaque étoile, le patient il a présenté une exacerbation, c'est-à-dire que soit il n'allait pas bien, il respirait moins bien, ou il avait une hémoptysie, c'est-à-dire un saignement pulmonaire, ou autre. Les étoiles rouges représentent les hospitalisations du patient. Et en fait, on voit que ici et là, pardon, mais j'ai plus la souris, elle est là. Ici et là, vous voyez, il y a une étoile rouge. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en parallèle, on a analysé la communauté bactérienne dans les voies respiratoires. Donc, en doré, c'est le staphylocoque doré, en vert, c'est Pseudomonas aeruginosa, et en rouge, c'est la Pandorea pulmonicola. Vous voyez déjà qu'elle a été majoritaire dans presque toutes les analyses bactériologiques, puisqu'elle a été présente à 10 puissance 8 par millilitre de crachat. Ensuite, on a fait une analyse des génotypes, et vous voyez que majoritairement, on avait le génotype 1 qui était présent à l'intérieur de ce clone de Pandorea. Et pourtant, quand le patient n'allait pas bien, ici, le génotype 2 est apparu. Et ici, majoritairement, vous voyez, le VEMS, donc volume expiratoire, est descendu en dessous de 25%, sachant que vous êtes entre 95 et 100%. Ce patient a été hospitalisé pour un saignement pulmonaire. Et en fait, on a retrouvé les génotypes qu'on n'avait jamais vus avant, qui étaient de la même lignée clonale, mais les génotypes 3 et 4. Ce qu'on s'est demandé à ce moment-là, c'est est-ce que ces génotypes de Pandorea sont responsables de l'exacerbation du patient? Moi, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est des études de virulence dans des nématodes, et j'ai montré en effet, vous voyez ici la courbe rouge, que en effet, cette Pandorea était plus virulente que toutes les autres souches présentes et potentiellement responsables. Mais ce qu'on pouvait se demander, c'est du coup, finalement, ces génotypes, ils sont apparus, ou est-ce qu'ils étaient présents à bas bruit avant, et juste qu'on ne les détectait pas, parce qu'ils avaient, par exemple, un moins bon fitness dans la niche pulmonaire. Donc en fait, toutes ces études, on a observé de l'hétérogénéité génomique et phénotypique au cours de la colonisation, et pourtant, c'était un clone unique qui était présent. Donc on s'est demandé si finalement, à l'intérieur même du poumon, il n'y avait pas une population clonale diversifiée qui aurait un rôle dans la persistance et l'évolution clinique. Tout ce que j'ai fait, c'est que pour les mêmes patients que je vous ai présentés avant en longitudinal, j'ai pris les boîtes où j'avais ensemencé les expectorations,
et j'ai prélevé plusieurs souches d'Achromobactères à un même moment. Je suis allée jusqu'à 27 isolats pour un même patient. C'était en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les différents morphotypes. Ici, ce ne sont que des Achromobactères sur une gélose qu'on appelle chocolat. Et donc ici, vous voyez le morphotype 1, il est là, le morphotype 2, il y en a 3 ici, le morphotype 3 et 4. Et j'ai essayé de prendre le plus possible. J'ai fait des analyses génotypiques et des analyses d'antibiorésistance. Donc ce schéma est un peu compliqué à voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai observé jusqu'à 16 profils de résistance au sein d'un même crachat. Et en fait, en routine, ce qui est fait, c'est qu'on prenait à l'époque une bactérie, on faisait une analyse d'antibiogramme, on disait on peut utiliser tel ou tel antibiotique. Si je vous montre ici au sein d'un même échantillon, j'ai pris les 6 antibiotiques de première ligne qui peuvent être utilisés contre Achromobacter. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les diamètres d'inhibition, je les ai répartis dans des boîtes à moustaches. Donc ici, vous avez des patients, le patient 1, 2, 3, et toutes les souches d'Achromobacter. Et ici, les lignes grises représentent le cut-off qui permet de dire si la bactérie est sensible à l'antibiotique ou résistante à l'antibiotique si le diamètre est petit. Et en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a observé que, par exemple, si je vous prends le patient 12, et bien pour 5 des 6 thérapies de première ligne, j'aurai, en fonction de ce que je vais prendre dans la boîte, soit des bactéries résistantes, soit des bactéries sensibles au Bactrim, à la céftazidime, au méropenem. On a même montré que finalement, la majorité était au moins résistante à 2 antibiotiques. Donc même si on mettait une bithérapie, une bactérie allait pouvoir résister. Donc, cette diversité, en fait, elle est sous-évaluée et c'est certainement des causes d'échec d'éradication et de la persistance bactérienne. Finalement, pour Pseudomonas aeruginosa, ça a également été prouvé en parallèle, c'est que au départ, on pensait que c'était la persistance d'un génotype qui s'adaptait au cours du temps. Et finalement, c'est une population diversifiée qui concerne tous les phénotypes d'adaptation. En fait, il y a une coexistence de lignées clonales dans le poumon. Et donc ça a été prouvé comment? C'est qu'en fait, le poumon, c'est un habitat. Et à l'intérieur du poumon, on a différentes niches représentées par des alvéoles, en fonction de si c'est le poumon profond, le poumon haut. On sait par exemple que le lobe pulmonaire droit est plus en haut et plus oxygéné que les autres. Et en fait, il y a des phénotypes d'adaptation dans chaque alvéole. Et à la fin, quand on a l'expectoration du patient, ça représente toute la population clonale. Donc en fait, ce clone diversifié qui est présent très rapidement dans les poumons, avec un variant qui fait que, quelle que soit la pression de sélection, un variant au moins va résister, et bien ça, c'est la persistance par hypothèse d'assurance, qui a été prouvée à l'époque pour la phalène du goulot. Donc la phalène du goulot, c'est un papillon qui est blanc, qui donc sur les goulots, normalement, n'est pas vu par les oiseaux. Et en fait, au moment de la révolution industrielle en Angleterre, les goulots sont devenus, dus au charbon, sont devenus plus noirs. Et en fait, ça a favorisé la sélection des phalènes noires. Donc, c'est pas que les phalènes noires, il n'y en avait pas avant, c'est qu'en fait, on les voyait à peine puisqu'elles étaient très minoritaires. Et en fait, un changement environnemental a favorisé leur sélection. Et ça, c'est la persistance par hypothèse d'assurance. Donc, nous, ce qu'on s'est demandé, du coup, c'est, on voyait une hétérogénéité tellement importante dans les poumons, qu'on en est venu à se dire, mais est-ce que vraiment c'est la bactérie qui mute si fortement dans les poumons, ou est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas une acquisition environnementale de pathogènes, par exemple, le patient, il a dans son environnement, chez lui, la bactérie qui est présente, il met de l'eau de javel, des biocides et autres, qui favorisent en fait l'adaptation et qui fait que tous les jours, le patient peut-être se recontamine par cette bactérie. Donc, on a voulu montrer ça et on a voulu montrer le potentiel rôle de l'environnement domestique dans ces pathogènes qui, je vous le rappelle, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'ils sont acquis. Donc, juste un petit point, ces dernières années ont été décrits les OPPP, donc les Opportunistic Premise Plumbing Pathogens, qui sont des pathogènes opportunistes qui émergent dans les structures technologiques. Donc ici, vous avez par exemple une représentation d'un réseau d'eau central qui alimente des réseaux d'eau proximaux. Et en fait, vous voyez, il y a l'hôpital, l'industrie, les piscines et en particulier les domiciles. Ces pathogènes opportunistes qui sont décrits comme des OPPP, il y a Pseudomonas aeruginosa dont je vous ai parlé avant, Legionella pneumophilae qu'on connaît comme la maladie du légionnaire et les mycobactéries. Ces OPPP, elles ont 2 caractéristiques principales. La formation de biofilms, qui permet de disséminer dans les réseaux d'eau et qui permet de se protéger contre les biocides, et la survie dans les amibes. Donc, les amibes sont des prédateurs de bactéries qui, normalement, du coup, détruisent les bactéries. Ces bactéries sont capables de survivre dans les amibes et, en fait, le prédateur devient la proie et devient un système d'amplification. Alors, on peut se dire, oui, mais bon, les amibes, est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup? Eh bien, il y a des gens qui ont échantillonné 215 points d'eau à Paris et qui en ont trouvé dans 69% des points d'eau. Donc, autant vous dire que tous les jours, vous buvez des amibes
Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont nettoyés, ces amibes, et ils les ont mises en culture. Et ils ont montré qu'il y avait des mycobactéries atypiques dans 87% des cultures d'amibes. Donc, en gros, c'est une exposition. Donc, juste un petit point, il y a une étude qui avait étudié 20 patients colonisés au niveau pulmonaire par des mycobactéries atypiques, je viens de vous parler des mycobactéries. Ils ont investigué les domiciles de patients, ils ont trouvé des mycobactéries dans 95% des maisons, particulièrement dans les pommeaux de douche. Dans 35% des cas, l'espèce était la même que celle qui colonisait le patient. Par contre, attention, ils ne sont pas allés au niveau du génotype, donc ils se sont arrêtés à l'espèce pour dire que potentiellement, les patients s'étaient contaminés de leur environnement domestique. Ces dernières années, les aérosols liés au siphon sont de plus en plus incriminés. Alors là, vous allez me dire, mais siphon, on est d'accord, c'est le bras qui est en dessous des éviers et des lavabos. Comment c'est possible qu'on soit exposé à ça? Et bien, en fait, il y a de plus en plus de gens qui mettent en place des systèmes expérimentaux d'aérosolisation à partir des siphons. Donc, ils prennent des éviers neufs, ils remplissent le siphon d'une concentration connue d'entérobactéries, ils allument l'eau, et ils regardent ensuite, avec des géloses tout autour du point d'eau et à l'intérieur du point d'eau, jusqu'où les bactéries sont allées. Et ici, vous voyez les résultats des surfaces externes et des surfaces internes, et vous voyez que toutes ont été contaminées au moins une fois. Ils ont montré qu'en fait, les bactéries de l'intérieur du siphon, quand on allume l'eau directement dans le point d'eau, dans le siphon, eh ben, peuvent aller jusqu'à 1,10 m, 1,30 m autour du point d'eau. Il y a d'autres personnes qui ont modélisé la formation de biofilms à l'intérieur d'un siphon qui est au départ stérile. Ils ont montré qu'au bout de 8 jours, on arrivait à une formation d'un biofilm très épais, impossible à enlever si on n'utilise pas une action mécanique. Alors, nous, ce qu'on s'est posé comme question, c'est finalement, les patients, ils sont colonisés au niveau pulmonaire par des bactéries particulièrement environnementales. On leur dit, vous n'allez pas à la piscine, il ne faut pas aller dans les rivières, il ne faut pas se baigner, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais finalement, est-ce qu'ils ne seraient pas exposés chez eux à ces bactéries? Donc, on a fait une première étude à l'époque où, en fait, on est allé au domicile de 3 patients colonisés chroniquement qui font partie des 2 études que je vous ai présentées avant, la longitudinale et l'include. Parce que c'est là qu'on s'est dit, est-ce que ce n'est pas dans leur environnement finalement? Donc, ici, vous avez la représentation des 3 patients, des maisons des 3 patients, et où est-ce qu'on a trouvé la chromobactère? Au départ, on a failli ne pas y aller, puisqu'on s'est dit, finalement, les patients, ils toussent dans leurs mains, ils touchent le frigo, parce qu'on a fait jusqu'à 150 prélèvements par domicile. Donc, on s'est dit, on a trouvé la bactérie partout, et puis on ne pourra rien trouver. Vous voyez, on a vraiment trouvé de la chromobactère à beaucoup d'endroits. Chaque couleur représente une espèce. Et bien finalement, 80% de nos patients et 80% des patients dans le monde sont colonisés par l'espèce Achromobacter xylosoccidans, l'espèce en rouge. On l'a trouvé dans seulement un seul domicile. Dans les autres domiciles, on a trouvé majoritairement l'espèce Multipollens et on a également trouvé l'espèce Animicus qui n'avait jamais été décrite en dehors des patients atteints de mucoviscidose. Alors en fait, on en a trouvé dans les 3 domiciles. On en a trouvé dans l'évacuation du lave-linge, siphon de douche, le verre avant, Adam, l'eau de la serpillière. Vous voyez, on a même trouvé 2 génotypes différents de xylosoccidans dans la serpillière. Donc là, la question qui se pose, c'est bon, est-ce qu'il y en a un qui était identique à celui des patients? Eh bien non, même pas dans ce domicile-là, où finalement le patient il était colonisé par le génotype 27. Alors, notre réponse principale à ça, c'est qu'en fait, on n'a pas bien ciblé. On est allé dans des domiciles de patients qui sont colonisés depuis au moins 10 ans. Et en fait, la bactérie, elle est adaptée à leur poumon. Elle a très certainement perdu tous les gènes lui servant à survivre dans l'environnement. Et finalement, elle n'est pas du tout à l'aise sur une surface, dans l'eau ou autre. Ça, c'est assez rassurant, puisque les patients, la plus grande peur qu'on a, c'est qu'ils se passent entre patients via des objets ou autres. Donc, quand ils font par exemple des meetings où il y a tous les patients, ils n'ont pas le droit de toucher. S'ils mangent ensemble, ils n'ont rien le droit de toucher, il faut les servir. Donc voilà, c'était assez rassurant. Et du coup, on s'est dit, mince, il faut quand même, nous, c'est pas ça qu'on cherchait au départ, c'est des transmissions. Finalement, dans ces 4 domiciles, on a également trouvé Pseudomonas aeruginosa. Du coup, ça nous a permis de montrer que c'était possible de trouver ces bactéries dans l'environnement. Et en fait, j'ai réussi à obtenir le financement de 2 études qu'on a appelées PATHOME, pour pathogènes at home, qui ont été financées par Vaincre la mucoviscidose et Grégory Le Marchal, et qui ont permis d'inclure simultanément le patient et son environnement. Donc là, l'objectif principal, c'était un objectif qu'on appelle, je vais revenir sur la notion après, mais de One Health, qui était en fait vraiment d'analyser les cycles de transmission entre l'environnement et le patient, et en fait, ce fameux risque infectieux domestique qui était peut-être sous-évalué, si à l'époque on avait dit non, mais il ne faut pas y aller,
On ne trouvera rien, les patients sont habitués aux bactéries de leur environnement. Il y a déjà des études qui ont essayé, qui ont trouvé du pseudomonas dans 4% des domiciles, du coup, il faudra en faire 50 pour réussir à avoir au moins un pseudomonas. Bon, voilà, finalement, on y est allé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a recherché tous les pathogènes opportunistes, mais cette fois-ci pas dans 150 prélèvements, hein, dans majoritairement les points d'eau, puisque c'est là qu'on les avait trouvés avant. Et on a recherché les liens épidémiologiques entre les souches cliniques et environnementales. Donc là, ce que je voulais vous présenter, c'est les résultats de 13 campagnes de prélèvement au domicile de 8 patients. Parfois, on y est retourné plusieurs fois pour voir l'évolution. On a prélevé les siphons, les eaux de la cuisine, salle de bain, toilettes et autres. On a mis en culture sur des géloses spécifiques pour retrouver nos fameux pathogènes. Et en fait, eh bien, on a isolé dans 100% des domiciles des pathogènes émergents Achromobacter, Stenotrophmonas et les mycobactéries atypiques. Et le fameux Pseudomonas aeruginosa qui colonise majoritairement les patients et qui a pour acte moyen de colonisation 7 ans de vie, on l'a retrouvé dans 87,5% des domiciles. Donc ici, à l'époque, avec Quentin Ménétré, que j'ai encadré en thèse, il a fait un schéma d'occurrence des pathogènes opportunistes en fonction des lieux de prélèvement. Donc ici, vous voyez les bactéries en vert, Stenotrophmonas, Achromobacter, Pseudomonas, les mycobactéries. Et plus le lien est épais, plus on les a retrouvés à cet endroit-là. Donc pour Stenotrophmonas maltophilia, on voit que le siphon de la cuisine est l'habitat majoritaire. Achromobacter et les mycobactéries atypiques, on les a trouvés majoritairement dans le siphon de la douche, siphon du lavabo. Alors, on a aussi trouvé des mycobactéries dans l'eau des tortues. Donc, il y avait un patient qui avait des tortues. Et en fait, les mycobactéries atypiques, Mycobacterium chelonae, a été décrit pour la première fois dans des tortues. Donc, on peut se dire, bah, c'est pas grave, parce que finalement, voilà, ces tortues, s'ils ne les touchent pas trop, on ne fait pas, voilà, on ne balade pas avec ces tortues tout le temps. Mais finalement, les tortues, eh bien, quand il prend l'eau, il me dit, ah, les tortues, elles passent leur temps à déféquer dans l'eau, du coup, je suis tout le temps en train de laver l'eau. Et cette eau, il la prend, puis il la met dans son siphon de la cuisine pour re-remplir. Donc, potentiellement, il contamine son siphon de la cuisine avec les bactéries de la tortue. Bref, et pour Pseudomonas aeruginosa, on l'a trouvé majoritairement dans le siphon de la douche et de manière étonnante dans les lave-linges. Et ça n'avait jamais été décrit. Donc là, la question qu'on se pose, c'est oui, mais est-ce que ces bactéries sont très environnementales ou est-ce qu'on a observé des liens avec celles qui étaient dans les poumons des patients? Eh bien oui, dans 50% des cas, la bactérie qu'on avait dans le poumon du patient, on l'a retrouvée dans son environnement. La chose qui est très compliquée, vous allez me dire, c'est oui, mais quel est l'œuf de la poule? Parce que nous, on arrive dans l'environnement, le patient, il a déjà dans son poumon. Donc, il peut avoir lui-même contaminé son environnement. Donc, ça, c'est très compliqué à prouver. Mais je vais vous montrer, du coup, les quelques cas et vous ferez votre propre avis. On a eu 2 bébés qui ont été colonisés à l'âge de 6 mois par Stenotrophmonas maltophilia. Du coup, on est allé dans leur environnement parce que c'est très jeune pour être colonisé par cette bactérie-là. Pour le premier, on a retrouvé le Stenotrophmonas dans le siphon de la cuisine. Donc, pour nous, la contamination majeure probable était le fait de laver les biberons dans le siphon de la cuisine, une remontée du Stenotrophmonas du siphon sur le biberon, et ensuite le fait de donner le biberon à l'enfant. Pour le deuxième, on a retrouvé le Stenotrophmonas dans le lave-linge. Alors là, c'est un peu plus compliqué entre l'œuf et la poule, parce que c'est vrai que finalement, l'enfant peut avoir, par exemple, bavé sur ses vêtements qu'on a mis dans le lave-linge. Et quoi qu'il en soit, quand on en a parlé aux parents, ils ont dit ah là là, il adore le lave-linge, quand on ouvre le lave-linge, il est toujours devant, il faut appuyer sur les boutons. Et on ne peut pas savoir, mais quoi qu'il en soit, dans le doute, on a proposé des mesures de décontamination. Donc, on ne décontamine que ce qui est propre. C'est comme on stérilise que ce qui est propre. Donc, en fait, on fait toujours une étape de décontamination par détartrage, de détartrage, pour enlever tout ce qui est le biofilm, puisque sinon les bactéries restent sous le tartre en biofilm et on n'arrive pas à les atteindre. Ensuite, on propose des décontaminations à la javel. Et pour le lave-linge, en fait, on propose des décontaminations en lavant à 90 degrés ou en faisant des cycles à froid avec de la javel. Le deuxième patient, c'est une patiente adulte qui a été hospitalisée et dans ses poumons, on a retrouvé Achromobacter musicolens et une mycobactérie atypique. À l'époque, cette patiente, je la suivais parce qu'elle était colonisée de manière chronique par Pseudomonas aeruginosa. Du coup, on s'est dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il n'y a plus de Pseudomonas dans ses poumons. On retrouve 2 bactéries qu'on n'a jamais retrouvées avant, elle a 25 ans. Et en fait, en discutant avec le médecin, il me dit, ah, mais elle a déménagé il y a 10 jours. Du coup, directement, en fait, j'ai appelé la patiente, on lui a demandé si on pouvait venir, elle a dit oui, on a fait une investigation dans son domicile, donc elle venait d'emménager, et on a retrouvé un achromobactère identique dans le siphon du lavabo, et une mycobactérie atypique de la même espèce dans le premier jet du robinet du lavabo. Donc, pour nous, c'était peut-être une contamination ORL, par exemple, au moment du lavage de dents, où du coup, on est au-dessus du siphon avec l'eau qui coule, donc on a proposé des mesures de décontamination.
était un peu compliqué puisque son brise-jet était scellé. Donc, on a dû accrocher des sacs de congélation autour pour décontaminer. Et enfin, le dernier, qui est un cas assez intéressant, en fait, c'est un patient qui a été colonisé depuis au moins 10 ans par Achromobacter. Et il avait été colonisé 3 fois par Pseudomonas aeruginosa en 2010 et en 2012. Quand on est allé dans son domicile en 2015 et 2020, eh bien, on a retrouvé exactement le même Pseudomonas aeruginosa. Ici, je vous montre des gels d'électrophorèse en pulsé qu'en 2010. Vous voyez ici, c'est le même clone qui avait colonisé le patient. Des temps suggérés, une transmission, mais nous, on est arrivé après, mais c'est pareil, on ne peut pas savoir. Alors, on s'est demandé, en 2015 et en 2020, la bactérie était présente dans tous les siphons du patient, le premier jet d'eau de la cuisine, et du coup, on en est venu à se demander, mais comment c'est possible qu'il ne se soit jamais recontaminé en 10 ans, alors que tous les jours, il est exposé à cette bactérie? Notre première hypothèse est qu'en fait, l'Achromobacter qui était présent dans ses poumons en énorme quantité depuis 10 ans était peut-être compétitif vis-à-vis de Pseudomonas. Eh bien oui, en fait, du coup, Quentin, en thèse, a fait pas mal d'analyses, et il l'a montré. Donc ici, ce que je vous présente, ce sont des géloses swimming. On pose la bactérie au milieu, elle nage, et on analyse son diamètre de nage. Donc ici, vous voyez le Pseudomonas aeruginosa qui était passé dans les poumons du patient. Hop, ici. Ici, la nage toute seule d'Achromobacter. Et ici, quand on met les deux face à face. Vous voyez ici que Achromobacter a complètement inhibé que ce soit la croissance ou la coloration, la pigmentation de Pseudomonas aeruginosa, sachant que ces pigments de Pseudomonas sont des facteurs de virulence. On a fait la même chose avec un Pseudomonas environnemental qui était présent dans les siphons, et on l'a mis face à l'Achromobacter, et vous voyez que l'Achromobacter a arrêté la croissance du Pseudomonas en face. On a prouvé ça également en milieu liquide et en formation de biofilm. Donc potentiellement, en fait, ce patient, on ne peut pas non plus faire une conclusion importante, mais potentiellement, il est protégé par son Achromobacter au niveau pulmonaire qui empêche l'acquisition de nouveaux Pseudomonas aeruginosa. Alors, on s'est posé cette fameuse question, on s'est dit soit c'est son Achromobacter, soit ce Pseudomonas aeruginosa, il est différent. En fait, c'est le même clone, mais quand il était dans les poumons, il avait quelque chose en plus, quelque chose en moins qui lui a permis de passer dans les poumons. Et depuis 10 ans dans l'environnement, il n'est plus capable de passer aux poumons, sachant qu'il y en a même dans l'eau de la cuisine, donc il est très exposé. On a fait des analyses phénotypiques et génomiques de 21 souches, toutes les souches environnementales et celles qui étaient passées dans les poumons, et on a fait des comparaisons. Qu'est-ce qu'on a montré? Au niveau de la mobilité, donc il y a 3 types de mobilité. Une mobilité de type swimming, où la bactérie nage, donc là c'est plutôt des bactéries environnementales pour se déplacer dans l'eau ou les biofilms. La mobilité de type swarming, où là ça utilise les flagelles et les pili pour se déplacer sur les surfaces. Et la mobilité de type twitching, où la bactérie saute, petit saut, à l'aide de pili pour se déplacer sur les surfaces. Les souches cliniques, la souche clinique elle est en orange et les souches environnementales sont en bleu et en vert. Et en fait, on a montré que la souche clinique faisait beaucoup plus de nage de type swimming que les environnementales, et à l'inverse, beaucoup moins de swarming, qui est généralement liée à la formation de biofilms. Au niveau de la formation de biofilms, on a montré qu'à 25 degrés, donc dans les réseaux d'eau, mais aussi à 30 et 37 degrés, la souche clinique faisait moins de biofilms que les souches environnementales. Pourtant, je rappelle, au départ, c'est le même clone, mais 2010, 2015, 2020. Et enfin, au niveau génomique, eh bien, on a montré qu'il y avait 3 régions de différence entre les souches environnementales et les souches cliniques. Et particulièrement, on s'est focalisé sur la région A, qui représentait quand même 50 kilopaires de base, donc 50 000 paires de base. Et on a voulu essayer de savoir, mais quelle était cette région A qui était donc présente dans les souches environnementales et absence de la souche clinique. Eh bien, en fait, cette région A, elle code pour un prophage qui donc soit s'est intégré dans les souches environnementales, soit a été perdu au moment de la souche clinique et lui a permis un meilleur fitness dans le poumon. Ce qui est sûr, c'est que c'est la seule différence qu'on arrive à voir, et la souche clinique, elle a réussi à passer dans les poumons et pas les autres. Le problème, c'est que cette région, elle code pour 80 gènes qui sont majoritairement inconnus. Donc, on a du mal à savoir s'il y a des gènes qui participent soit à rester dans l'environnement, soit à empêcher la propagation. Donc, cette étude, elle est un petit peu compliquée parce que quand on fait l'étude des SNP, eh ben, on se rend compte qu'en fait, les bactéries ne sont pas liées, on n'a pas une évolution de 2010 à 2015 à 2020. Par contre, en contenu génétique, en génomique, on voit que, eh ben, il y a eu une évolution. En 2010, on avait plutôt la région B.
En 2015, les régions A et B, et en 2020, plutôt A, B, C, qui montrent une homogénéisation en fait, des souches dans la maison, alors que c'est la cuisine, la salle de bain et autres. Donc, pour voilà, conclure rapidement, on a montré qu'il y avait plusieurs lignées dans les réseaux d'eau, tout comme dans les poumons, finalement. Donc, c'est certainement également un phénotype d'adaptation de persistance, hein, le fait de se diversifier. On a montré que la souche qui avait colonisé les poumons était plutôt une souche d'origine environnementale au départ, puisqu'elle avait une forte motilité screening, peu de production de biofilms et un phénotype sauvage de résistance. On a observé qu'il y avait un gros morceau génomique qui était absent de cette souche, mais on n'arrive pas trop à conclure sur est-ce que l'absence permet un meilleur fitness pulmonaire ou est-ce que la présence permet la persistance environnementale. Et quoi qu'il en soit, on a montré qu'entre 2015 et 2020, il y avait une très grande augmentation de production de biofilms qui certainement permet la persistance de ces bactéries dans les réseaux d'eau chez le patient. Voilà, du coup, maintenant que je vous ai présenté ces différentes études sur tout ce qui est adaptation génomique aux patients et la transmission environnementale, eh bien, je vais vous présenter en quelques diapos mes objectifs voilà, pour l'intégration dans l'équipe Genesis de l'UMR-MIDGEC, dont en fait la thématique majoritaire sera l'émergence et la circulation de bactéries multirésistantes entre les écosystèmes humains, animaux et environnementaux. Alors, cette équipe Genesis du gène à l'écosystème, elle est à l'intérieur du département EPAT, qui a pour but l'étude des maladies infectieuses. Donc, ces maladies infectieuses, c'est une problématique majeure, que ce soit en santé publique ou en santé animale. Et en fait, ce sont des maladies qui sont très complexes à étudier, parce que ce sont des systèmes complexes et diversifiés. Pour étudier cette complexité, eh bien, l'équipe met en place une approche globale et intégrée qui prend en compte le pathogène dans sa diversité, qui prend en compte la diversité génétique. Donc, comme je vous ai montré par exemple pour Acrobacter dans les expectorations, qui prend en compte la dynamique de transmission, comme je vous ai présenté par exemple dans le cadre des contaminations environnementales, mais aussi l'écologie évolutive. Et donc, ça prend en compte les interactions entre le pathogène, ses hôtes et l'environnement. Un des enjeux majeurs qui est étudié par Genesis, c'est l'antibiorésistance, donc avec toutes ces transmissions. Et en fait, ces systèmes complexes et diversifiés, le but d'essayer de les étudier, l'objectif majeur, c'est en fait d'arriver à mettre en place des stratégies de lutte et de contrôle contre les maladies infectieuses. Donc, l'antibiorésistance, l'émergence de bactéries multirésistantes, vous savez, c'est un problème majeur en termes de santé publique. On estime que si on ne fait rien en termes de recherche dans les nouveaux antibiotiques ou pour essayer de stopper l'antibiorésistance, la diffusion de l'antibiorésistance, d'ici 2050, on décèdera plus d'antibiorésistance que de cancer. La problématique actuelle, le hotspot, c'est les bactéries qui sont productrices de carbapénémase. Donc, vous savez, les carbapénèmes, c'est la dernière ligne de traitement antibiotique qui appartient à la famille des bêta-lactamines. Et en fait, il y a de plus en plus de bactéries qui sont productrices de carbapénémase, et donc qui dégradent ces antibiotiques et qui sont résistantes. C'est pour ça qu'en 2017, l'OMS a inclus les EPC, donc entérobactéries productrices de carbapénémase, dans la liste mondiale des pathogènes prioritaires. Ce sont des bactéries émergentes hautement résistantes. Et en fait, l'OMS préconise la mise en place d'une stratégie One Health, stratégie dont je vous ai déjà parlé avant, en fait, qui est une approche coordonnée multisectorielle qui prend en compte la santé humaine, animale et environnementale. Donc, ça a du sens puisque 60% des maladies émergentes et réémergentes chez l'homme sont d'origine zoonotique, qu'actuellement, avec la déforestation, les changements globaux, et tout ce qui est les problèmes de pollution ou autres, eh bien, ça impacte sérieusement les santé humaines et animales. Et donc, c'est vraiment une approche coordonnée pour prendre tout ça en compte. Du coup, mes approches, voilà, mes objectifs au sein de l'équipe Genesis dans le cadre de cette stratégie One Health, il y a 3 axes majeurs, dont certains ont déjà commencé, qui sont d'une part analyser la prévalence et la circulation des EPC dans le réservoir aviaire, particulièrement avec l'étude de la multirésistance de bactéries dans les goélands. Donc pour cela, j'ai encadré un master cette année, un master 2 sur l'étude, c'est toujours en cours, mais également sur l'étude des chauves-souris. Il y a également une étude en collaboration avec le Burkina Faso, pour lequel les collègues ont commencé cette année pour élucider la circulation des EPC à l'interface entre l'homme, l'animal et l'environnement. C'est-à-dire que si on détecte un humain à l'hôpital qui est colonisé par une bactérie multirésistante à l'entrée à l'hôpital, on va proposer d'aller étudier la famille, les animaux, l'environnement, l'eau.
Et ensuite, le dernier axe concerne la transmission interhumaine et potentiellement environnementale de mycobactéries. Donc là, ça reprend mon axe 3 que je ne vous ai pas présenté sur les mycobactéries. Et là, cette fois-ci, sur les mycobactéries du groupe tuberculosis. Et actuellement, là, on mène une étude de séquençage au débit sur les Mycobacterium caneti à Djibouti. Donc voilà les différents axes. J'espère que ma présentation vous aura plu, que vous aurez vu les différents liens et les possibles mises en place dans ces différents objectifs de l'équipe Genesis dans MIDEGEC. Et en tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention. Vous avez des questions? Oui, moi. Merci beaucoup, Chloé, et bienvenue dans Genesis. Moi, à un moment donné, tu as parlé de clonal, de lignées diversifiées, de clones de lignées diversifiées. J'ai un petit peu de mal à comprendre ce que tu entends vraiment par rapport à ça. Par rapport au côté ligné, alors c'est vrai qu'au départ, en fait, je n'ai pas trouvé. Oui, c'est là. Diversifié. En fait, en gros, c'est qu'au départ, on pensait que c'était un génotype qui s'adaptait et où à chaque fois, il y avait une mutation qui était fixée parce qu'elle était valorisante, enfin voilà, elle favorisait le fitness. Et que du coup, c'était au départ un clone qui s'adaptait, mais avec une fixation à chaque fois des mutations, et que les autres mutations qui ne servaient pas, en fait, la bactérie n'était pas sélectionnée. Finalement, ils ont montré qu'il pouvait y avoir dès le départ, en fait, des lignées diversifiées, c'est-à-dire que même si la mutation n'était pas forcément à ce moment-là le meilleur pour avoir un fitness dans la niche, elle était quand même conservée par certaines bactéries qui, elles, allaient continuer. Donc la lignée n'était pas forcément majoritaire, elle pouvait être minoritaire, mais elle restait à bas bruit sans disparaître. Ce qui fait que si à un moment il y avait un changement de pression de sélection, par exemple le bras qui est ici est capable de résister aux antibiotiques, celui-ci est moins détecté par le système immunitaire, aucun des deux n'était sélectionné réellement, et en fait les deux restaient avec une sous-population minoritaire, mais qui est présente au cas où il y a un changement de... Ce qui veut dire, c'est qu'il y a la présence de l'ensemble des clones à bas ou à haut bruit, et en fonction de la pression de sélection, il y en a un qui va prendre le dessus. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Je sais pas si j'ai bien répondu. Et du coup, un peu dans la continuité, donc on a plusieurs clones, et du coup, on a une exacerbation de la maladie, je sais pas, avec un VMS qui diminue, etc., et que du coup, tu vas faire des examens bactériologiques. Comment est-ce que tu détermines, du coup, parmi tes colonies sur ta boîte de pétri, laquelle est responsable de l'exacerbation? Et à ce moment-là, si tu n'es pas capable de déterminer quelle est la bactérie, est-ce que du coup, la stratégie, c'est une plurithérapie? Ou quelles sont les recommandations en fait? Alors en fait, c'est une super question parce que du coup, c'est très compliqué. On estime que quand il y a une exacerbation, majoritairement, en fait, en gros, ça va être celle qui a réussi à prendre le dessus qui peut-être est celle qui a des facteurs de virulence, qui abîme le poumon. Mais on n'en est pas sûr finalement. Donc en fait, tu as raison, on ne peut pas le savoir et surtout pas en plus au moment de l'exacerbation, on ne peut pas dire attendez, on va faire des analyses génétiques pour savoir. Donc en fait, tu as raison, ce qu'on fait déjà maintenant, qu'on ne faisait pas forcément avant ou qu'on faisait peu, c'est qu'on prend énormément de colonies pour faire un même antibiogramme. En fait, on fait des poules, on prend plusieurs colonies, on fait un pool, tant pis, même si l'antibiogramme n'est pas joli, au moins on peut avoir un reflet de la population qui présente dans le poumon. Tu ne fais pas plein d'antibiogramme, tu fais un antibiogramme. Voilà, alors ça dépend des espèces. Soit on poule, soit on fait plusieurs antibiogrammes. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une thèse qui a été faite dessus il n'y a pas longtemps, qu'en poulant, en mettant toutes les bactéries dans le même bouillon et en faisant l'antibiogramme, on a un bon reflet de la population. Et du coup, là-dessus, tu as raison. Ça permet de pouvoir dire au médecin, bon ben voilà, nous, on pense en tout cas qu'avec, donc tu as raison, c'est généralement une petite thérapie, hein, au moins, on va pouvoir diminuer majorité de la population en utilisant ces deux antibiotiques, puisque l'antibiogramme montre qu'ils sont efficaces sur la majorité des colonies qu'on a repiquées. D'accord. Et tu fais même des antibiogrammes pluriespèces? Tu vas mélanger ton pio et ton... Non, ça par contre, on ne peut pas le faire parce que finalement, vu qu'il y a des résistances naturelles qui sont présentes chez certains, pas chez d'autres, alors là, pour le coup, si on fait une pluriespèce, on se retrouve avec... on n'a rien qui peut marcher. Mais au moment de l'exacerbation, du coup, on compte. On sait par exemple que c'est cette espèce-là qui est vraiment très majoritaire comparée aux autres et que donc potentiellement, c'est elle qui est responsable. Donc déjà, voilà, on se focalise sur celle-là pour essayer de la baisser et de ramener une communauté. On sait que les poumons, de toute façon, on n'arrivera pas à les stériliser, mais au moins, on ramène une communauté basale qui est mieux. Et du coup, je me demandais aussi, j'étais curieuse des recommandations par rapport à l'environnement à la maison.
chez les patients mucoviscideux. Est-ce que, atteints de mucoviscidose, est-ce qu'on leur, dit que c'est mieux d'habiter dans un environnement complètement aseptisé, ou alors, à l'inverse, on leur demande de limiter l'utilisation de biocides pour limiter l'apparition de résistance? Alors là, c'est une grande question. En fait, je ne l'ai pas dit, mais je suis copilote d'un groupe de recommandations. En fait, on est en train de réécrire au national les recommandations d'hygiène aux patients. Donc, on est un grand groupe, il y a des microbiologistes, il y a des patients, il y a des hygiénistes. Et en fait, cette question, elle est hyper importante parce que si on leur dit d'utiliser les biocides, majoritairement, on leur dit la javel, parce qu'en effet, tu as raison, sur tout ce qui est ammonium quaternaire et tout ça, sélection et résistance, donc tout ce qui est là, ça diminue à 99,9%. C'est des ammoniums quaternaires. En plus de ça, majoritairement, le pseudomonas aeruginosa qui, eux, les concerne, peut être résistant. Donc, c'est très compliqué ces recommandations parce qu'en plus de ça, il faut voir que les patients, beaucoup plus avec cette fameuse trithérapie, ils veulent quand même être un peu tranquilles. Donc, on est là, il faut faire attention, il faut cibler les typhons, il faut faire ça, il faut. En fait, eux, ils veulent vivre, ils en ont marre. On a vraiment essayé de faire des recommandations. Les recommandations d'avant, elles étaient très, c'est-à-dire strictes. Elles interdisaient. La piscine chez les amis, c'est non, puisqu'elle n'est pas contrôlée. On ne va pas dans le pédiluve à la piscine, on va pas. Et nous, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus adapté. Mais en effet, pour les biocides, alors on n'a pas dit qu'il fallait, avant, on disait qu'il fallait laver leur surface 3 fois par jour. Enfin, c'était très, très drastique. Nous, par contre, on a voulu focaliser sur les zones où justement les études montrent qu'il faut focaliser. Donc, typiquement les typhons et les pommes de douche. Et en effet, on est obligé de proposer des techniques de décontamination, mais tu as raison, c'est comme les antibiotiques, ça peut favoriser la résistance. Donc, nous, on préconise majoritairement l'eau de javel, qui est donc un des meilleurs décontaminants, mais c'est problématique puisqu'il y a des écoles ou autres où on commence à interdire la javel, puisqu'il peut y avoir des problèmes domestiques, le fait d'ingérer la javel ou autre, et c'est irritant bronchique. Donc, on met le doigt sur une question qui est hyper problématique parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'utiliser. Il y en a aussi qui nous disent ah non, mais si on nettoie trop, c'est trop aseptisé. Et du coup, on vit dans un environnement trop aseptisé qui va favoriser les bactéries résistantes. Donc, c'est compliqué. Mais si, on préconise quand même des décontaminations, surtout des siphons. Ok. Alors, moi, j'ai une question peut-être un peu naïve, mais on est d'accord que les bactéries. Donc, dans les poumons, il y a un pool de plein de bactéries. Mais les bactéries qui ont déjà des résistances antibiotiques sont moins efficaces que les autres. Les bactéries qui ont déjà des résistances sont moins. Qui n'ont pas encore été sélectionnées, ouais. elles ont une fitness plus basse que les autres, vu qu'elles portent des résistances. Donc en fait, la seule façon de les sélectionner, c'est de leur donner des antibiotiques. Parce qu'en fait, il faudrait mieux pas mettre d'antibiotiques. Mettre plus de compétition, en fait, et plutôt rajouter des bactéries. Alors, ça, c'est très intéressant, c'est quand même quelque chose qui est fait maintenant. C'est-à-dire qu'avant, quoi qu'il en soit, si la bactérie a été à 10 puissance 8, que le patient, voilà, il n'était pas très bien en exacerbation, c'est bon, de toute façon, il faut traiter. Maintenant, il y a quand même la prise en compte de se dire, bon, Actinobacter, il n'est pas si virulent comparé à un Pseudomonas aeruginosa. Est-ce qu'on traite, est-ce qu'on ne traite pas? Il y a beaucoup maintenant de situations où on dit, on va attendre de voir. Parce que aussi, il y a finalement, ce qu'on ne prend pas vraiment en compte, c'est les virus. Donc, tout comme en ce moment, on est tous malades et on tous. Eux, potentiellement, là, ils vont aussi avoir des virus. Et nous, quand on va faire l'analyse, il y a des bactéries. Et donc, c'est vrai que de moins en moins, en fait, de plus en plus, la stratégie est d'essayer de préserver les antibiotiques, d'en mettre moins, ou au moment où on en met, de mettre vraiment, si c'est vraiment important, voilà, justement, des bithérapies pour essayer de cibler tout le monde et de ne pas faire émerger les résistances. Du coup, pas d'antibiothérapie basale et une bithérapie au moment de l'exacerbation. Ils essayent de moins en moins. En effet, avant, ils étaient un peu sous antibiotiques au long cours. Ils se disaient, au moins, on est tout le temps en train de diminuer la population. C'est vraiment une stratégie qui est de moins en moins mise en place. Mais pour certains patients, il n'y a pas le choix. Sinon, ils sont en exacerbation continue. Mais c'est vrai qu'on essaie de baisser. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a déjà des études sur du métabarcodine ou de la métagénomique sur les patients de mucoviscidose? Parce que ça pourrait résoudre le problème de savoir quel cortège de malfaiteurs, comme on a l'habitude de dire, quelle coalition de malfaiteurs circule, viral ou bactérien ou autre. Alors, viral, c'est pas beaucoup fait. Mais en effet, il y a beaucoup de métabarcoding bactériens et qui montrent d'ailleurs qu'en fait, par culture, on sous-évalue énormément. Il y a beaucoup aussi de bactéries anaérobies et beaucoup de compétitions où on est en train de se rendre compte qu'en fait, si cette bactérie elle est présente, les patients ils ont moins de Pseudomonas aeruginosa que les autres. Des bactéries comme Porphyromonas que personne n'étudie. Finalement, par métabarcoding, ils se sont rendus compte que voilà, les patients qui avaient moins de Pseudomonas, ils avaient tous cette bactérie-là.
Et donc, il y a pas mal d'études comme ça, en effet, mais qui ne sont pas mises en routine. En fait. En routine, on est toujours sur de l'écriture. Alors, deux choses. Pour éviter l'utilisation des antibiotiques en amylogèque, on travaille aussi sur la problématique des phages. Est-ce que dans les cas où il y a une exacerbation de la baisse de capacité pulmonaire parce qu'il y a une pollinisation par un des pathogènes bactériens, est-ce qu'on pourrait envisager un traitement par type aérosolisation ou autre d'une sélection d'un phage, alors pas sur un traitement long terme, mais juste pour vraiment drastiquement casser le développement de cette bactérie-là. Alors ça, c'est pareil, très bonne question. J'avais participé à la journée phage espoir. En fait, les patients atteints de mucoviscidose, eux, les phages, ils sont au courant depuis des années que ça existe. Ouais. Le problème était le fait de réussir à les avoir en France. Donc là, ça commence en autorisation temporaire d'utilisation quand on est vraiment en impasse thérapeutique. En fait, moi, j'ai rencontré des patients qui m'ont dit, mais nous, je me suis retrouvée à prendre un avion, aller en Géorgie, inhaler des choses. Ils me disaient, mais qu'est-ce que je fais là? À avoir la culpabilité d'avoir fait ça et d'en parler à aucun des médecins, à personne. Alors qu'en fait, clairement, maintenant, ils ont des cocktails de phages, 3 phages anti-Pseudomonas aeruginosa, c'est prouvé que ça marche. Mais ça reste, voilà, on reste, je pense, sur un gros lobbying antibiotique et c'est très, très compliqué de mettre en place les phages, alors que clairement, c'est prouvé, surtout la synergie phage-antibiotique. Oui. Il y a vraiment, C'est parce que c'est un peu comme. Oui, c'est quand tu connais la CI17. Si, voilà, tu as vraiment raison, c'est quelque chose qui est en cours. Alors, jusqu'à il y a quelques années, les projets sur les phages étaient très, très peu financés sur la mucoviscidose. Voilà, c'était extrêmement compliqué. Et je trouve que de plus en plus, pour vaincre la mucoviscidose et autres, il y a des projets sur les phages qui sortent. Là, la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a eu la réunion du réseau phage français qui s'est tenu à Lyon, qui se développe. Et Rémi travaille aussi sur cette thématique-là. Et c'est vraiment quelque chose à faire. Ma dernière question concernait on était en train de réfléchir pour monter une start-up avec Sylvain sur des dispositifs adaptatifs de lampe UV sur les siphons des domiciles. Dispositif adaptatif de lampe UV sur siphon. Voilà. Franchement, c'est une bonne idée. Voilà. Une bonne idée. Moi, je pense que déjà, ça coûte cher. Hein. Il existe déjà des siphons qui sont utilisés dans les services très à risque à l'hôpital. Ce sont des siphons à clapet. Et finalement, on n'a pas vraiment un retour. C'est un siphon qui est comme ça. Puis ensuite, il y a un clapet. Et c'est derrière qu'il y a la zone où on récupère tout ce qu'il y a. Et en fait, déjà ça, il y a pas mal d'études qui ont montré que c'était vraiment bien. Tout comme on n'a jamais ça chez nous. Nous, nos éviers, nos lavabos, le siphon, il est directement sous le jet d'eau. Alors qu'en fait, s'il est en arrière, comme on peut voir à l'hôpital, des petits siphons en arrière, déjà au moins l'écoulement est en arrière, ils ont montré que ça diminuait de, je sais plus, 70% la contamination autour du point d'eau. Donc, ça pourrait être mis en place. Je sais qu'il y a des patients qui, après avoir vu mes présentations, ont refait leur salle de bain, ils ont mis des siphons en cuivre, des réseaux d'eau en cuivre, il y a des patients qui ont fait ça en cuivre. En cuivre, ils ont mis des siphons en cuivre avec des réceptacles. En fait, ils se sont carrément renseignés pour avoir des points d'eau type hospitalier. Il y a Anna en ligne qui veut poser une question. J'arrive pas à voir les questions en ligne, c'est pour ça, je ne comprends pas. Bonjour Chloé, merci pour ta super présentation. En fait, moi j'avais une question sur la première partie de ton talk, où tu montres justement qu'il y a une adaptation, en tout cas des changements phénotypiques, comme tu sais, quand ça devient microcolonie, tu dis qu'ils deviennent antibiorésistantes, etc. J'ai pas compris, j'ai manqué peut-être cette information. En fait, les différences que tu as montrées, c'est juste, tu as pris des souches différentes et tu as montré qu'il y avait des phénotypes différents, ou est-ce que tu les as suivis? Alors ça, c'était des revues de la littérature. Ah, d'accord. C'est ce qui a été prouvé. Ah, mais c'est vrai qu'il y a quelques endroits où j'ai mis des références. Les variants qui s'observent, moi, je ne les ai pas observés dans le cadre d'Acinetobacter. D'accord. Est-ce que justement, parce que je vois qu'ils ont montré quels étaient les gènes et les mécanismes qui étaient
qui étaient responsables de ces changements phénotypiques, mais est-ce qu'ils ont pu montrer justement qu'il y avait des liens entre ces adaptations? C'est-à-dire que, est-ce que, tu vois, ça devient microcolonie, est-ce que c'est lié au fait que justement, ils font de la formation de biofilms? Est-ce qu'ils deviennent plus, justement, il y a de la mucoïdie, etc. Est-ce qu'ils en parlent de ça ou c'est juste des études différentes? Oui, c'est des études plutôt différentes. C'est vrai qu'il n'y a pas. En fait, soit les gens se focalisent sur la mucoïdie, soit sur les variants microcolonie. D'accord. Mais c'est vrai que les variants microcolonie, ça a été montré qu'ils peuvent apparaître surtout après la pression par certains antibiotiques. Je crois comme les autres, et qu'ils apparaissent voilà, dus à la pression. Parce que oui, ce qui serait super intéressant, c'est de voir si justement ces changements phénotypiques, en fait, ils sont associés à ils ont un déterminisme génétique, et si ces changements génétiques sont aussi liés entre eux, c'est-à-dire que tu as justement, tu vois, des interactions et peut-être de l'épistasie qui fait que ces souches-là, elles sont capables d'acquérir des caractéristiques spécifique en fait à cause de cet écosystème justement pulmonaire, dans cet écosystème pulmonaire. Je l'ai enlevé parce que c'était trop long et que c'était une étude, c'est pas moi qui l'avais réalisée, mais en effet, il y a une étude sur Pseudomonas aeruginosa où ils ont fait ça, ils ont pris une lignée sur 40 ans d'évolution, 30 ans d'évolution dans un patient qui a vécu très très longtemps, et en fait, ils ont pris les mutations qui étaient fixées, qui étaient restées au cours du temps dans la lignée, et ils ont pris un PAO1 donc, de base, une souche ATCC, et dedans, ils ont mis 1, 2 ou 3 mutations. Ces mutations ne codaient pas pour de l'antibiorésistance, et en effet, ils ont montré l'épistasie, ils ont montré que quand ils mettaient les 3, et ben, la bactérie elle devenait multirésistante aux antibiotiques, alors qu'en fait, au départ, ce n'était pas des gènes de résistance. Et en effet, dedans, il y avait des gènes de mucoïdie. Je ne crois pas qu'il y avait des gènes de small colony variant, connus pour small colony variant, mais il y avait, voilà, en effet, ils ont prouvé ça. Et ils n'ont pas réussi à la fin de l'article, ils n'ont pas répondu, en tout cas, à leur propre question observée. Ouais, c'est super intéressant cet aspect-là. Ok, merci. Donc, du coup, je ne peux pas voir en ligne, il n'y a personne d'autre. Ici, je crois qu'on Au niveau fongique, il n'y a pas de moins de sortie. Alors, au niveau fongique, c'est plus de l'aspergillus et c'est plus allergique. En fait, ça fait d'aspergillose allergique. Le problème, c'est que du coup, ce n'est pas vraiment le champignon qui attaque le poumon, c'est vraiment la réaction immunitaire. Le problème, c'est que du coup, cette réaction immunitaire abîme le poumon et favorise les infections bactériennes. Donc, c'est quand même pas très bon d'avoir de l'aspergillus dans le poumon. Ok. Juste une question, parce que j'ai été formé par M. Dubert. Non, tu parles de virulence, mais souvent la virulence, nous, on a tendance c'est une capacité de se transmettre et une capacité de se multiplier. Là, ce que tu décris, c'est plus la pathogénicité, c'est-à-dire l'impact que ça a en physiopathologie sur le patient, non? C'est pas ça que... Oui, c'est vrai que c'est plus la pathogénicité, mais il y a quand même tout le côté virulence, en effet, avec le fait de se multiplier et autres. Et de se transmettre. Puisque, voilà, et de se transmettre, même si au cours de l'adaptation, ils se transmettent quand même beaucoup moins, parce que du coup, justement, elles ont beaucoup moins de phénotypes de transmissibilité, mais en effet... Un SMS de la Normalus. Un SMS de la Normalus, c'est... Non, mais justement, à ce sujet-là, j'avais une question sur la virulence, parce que tu as dit que tu avais fait des tests de virulence, mais c'est quoi les tests de virulence que tu as fait? Ah non, mais c'est vraiment des petits tests. J'ai pris mes nématodes, donc c'est Norabitis elegans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les met sur une gélose d'Escherichia coli, donc qui n'est pas pathogène. On regarde en combien de temps ils vont mourir, parce qu'en fait, ils vont manger Escherichia coli. Et on les met, par exemple, sur la gélose de Pandorea pulmonicola. Et on les observe au microscope et on compte le nombre de morts. Et franchement, rien que déjà, quand je les mettais sur la gélose de Pandorea, je voyais qu'ils n'étaient pas bien du tout. Alors que sur Escherichia coli, il fallait vraiment 7 jours avant qu'ils commencent à mourir. Mais c'est sûr que c'est pas de l'étude magnifique sur la représentation de la virulence au niveau pulmonaire. Ouais, j'ai une question. Les mycobactéries, là, j'ai vu que les milieux dans l'environnement, tu as 76 cultures positives dans l'étude que tu as fait. Il y avait beaucoup de mycobactéries qui étaient détectées dans l'environnement. Oui, les mycobactéries dans l'environnement, oui. Dans la muco, et les espèces, c'était quoi? Non, les espèces, c'était pas la Et Acessus, tu sais très bien qu'on ne connaît pas sa niche écologique naturelle.
Et que, donc justement, ça montre simplement que Mycobactérie, elle est extrêmement présente dans l'environnement, enfin les atypiques, Voilà. dans l'environnement partout. C'est quasiment leur niche écologique naturelle, mais que finalement, ça ne contamine pas trop les mucos. Tout à fait d'accord. C'est vrai que des mycobactéries atypiques, il y en a plein les points d'eau. Et finalement, bon, moi, j'ai quand même montré la fameuse chédonée qui est passée à la patiente, mais c'est vrai qu'elle l'a éradiquée. La mycobactérie atypique qui est majeure dans le cadre de la mucoviscidose, c'est Abscessus. Et honnêtement, on dit toujours entre et Avium, c'est quand même Abscessus celle qui arrive à utiliser de manière chronique et à rester des années. C'est un énorme problème aux États-Unis. Ils n'arrivent pas à savoir d'où elles viennent. Ils en ont beaucoup plus. Ils sont à 10% de prévalence de patients qui ont de l'abscessus. Nous, on est plutôt à 2. Et en fait, ils vont chercher partout celui qui arrivera à trouver la source de contamination par abscessus, qui fera un nourriture, parce qu'en fait, c'est impossible à trouver. Ils ont juste montré que les patients qui avaient de l'abscessus vivaient plus autour des lacs et près de la mer, mais pas plus. Donc justement, avec la question, puisque les patients mucos, là en gros, avec la trithérapie, ça va être un peu réglé. Moi, je pense que les patients qui vont être intéressants, c'est les patients un petit peu réglés quand même, vont mourir. C'est les patients qui ont des pneumopathies, enfin des mycolaques, oui, ceux qui vont beaucoup plus vieux. Et eux, par contre, ils ont une diversité d'infections par les mycobactéries plus importante, pas forcément que le labium, etc. Et là, ça vaut peut-être le coup, chez ces patients-là, d'aller à domicile, voir ce qu'ils ont. Les patients, en effet, donc tous les patients qui ont des DDD, une dilatation des bronches, des PCO ou autres, ils sont aussi très très sensibles aux mycobactéries atypiques, mais également tous les patients qui sont sous anticancéreux aussi. Et c'est vrai que là, c'est très très intéressant aussi de voir les sources. Il y a eu une étude qui a montré comme source du terreau. Donc, ils avaient une patiente qui s'est retrouvée avec une infection, d'ailleurs à Avium, je crois. Et en fait, elle a juste dit, non, mais moi, ce que j'ai fait récemment chez moi, c'est j'ai refait mon jardin et j'ai acheté beaucoup de terreau. Ils ont prélevé le terreau et en fait, la bactérie était présente dans le terreau, une fine particule de terreau qu'elle a inhalée, en effet, et elle était sous thérapie anticancéreuse. Merci beaucoup. Merci pour vos questions, merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'était super.